Alors des feux de forêt hors normes, peut-être amenés à se répéter. Bonsoir Pauline Villain-Carlotti, vous êtes spécialiste de la gestion sociale de l'environnement et vous signez ce livre, L'épreuve du feu, habiter autrement la terre. C'est chez Flammarion. Cet incendie exceptionnel pourrait-il se reproduire et devenir une norme ? Oui, bonsoir, tout à fait. Nous sommes en train de constater les effets tangibles du changement climatique, tant annoncés depuis des décennies par les scientifiques, mais aujourd'hui nous en voyons concrètement les effets avec une augmentation de la fréquence des incendies, une saison qui démarre beaucoup plus tôt, qui se termine également beaucoup plus tard, et une intensité des incendies qui est beaucoup plus importante que par le passé. Et tous les ingrédients sont effectivement réunis pour que, avec l'aggravation des conditions climatiques et leurs effets sur les conditions météorologiques qui favorisent la propagation de très grands feux, ces feux deviennent une nouvelle norme à l'avenir et ne soient plus des épisodes ponctuels et exceptionnels comme ce qu'on constate aujourd'hui. Alors vous restez avec nous, on a beaucoup de questions à vous poser. C'est un feu atypique, imprévisible, comme l'expliquait un pompier dans le reportage. Un feu qui s'auto-alimente avec la création d'un pyrocumulonimbus, un phénomène inédit en France. Les explications de Thibaut Grosse. Dans le ciel, les feux de Gironde ont pris l'allure d'une nuée ardente. Un nuage qui s'était formé il y a plusieurs jours et qui a pris une ampleur inédite ces dernières heures. Son nom, le pyrocumulonimbus. Un phénomène pouvant déclencher des orages pendant l'incendie, jamais observé en France et qui a surpris les autorités. Nous avons été confrontés hier soir à un nouvel épisode d'orage de feu, c'est-à-dire le même phénomène incroyable, inédit, inconnu que celui qui s'est déroulé vendredi. Autre facteur difficile, c'est que du fait de la difficulté de pouvoir localiser exactement ce pyrocumulonimbus, d'ailleurs on ne connaît pas non plus sa vitesse de propagation. Un orage de feu contre lequel les sapeurs-pompiers semblent dépassés. Comme si l'incendie avait créé sa propre météo pour s'auto-alimenter. Le nuage est formé par la vapeur d'eau qui remonte et se condense sur les particules de cendres. Comme un véritable orage, il peut produire des rafales transportant des braises et même des éclairs propageant encore davantage l'incendie. On a le risque traditionnel d'un nuage qui a été formé et on a un méga feu qui a créé son propre microclimat. Surtout, et c'est le plus grand danger, ils vont gérer des changements de sens de vent assez violents, assez rapides, qui sont un véritable danger pour les équipes au sol. Ces pyrocumulonimbus ont déjà été observés en Australie lors des grands incendies de 2019 ou encore l'an passé au Canada. Avec le changement climatique, les conditions plus chaudes et plus sèches dans certaines parties du monde pourraient favoriser davantage ces tempêtes de feu. Pauline Villain-Carlotti, pour vous, c'est donc un orage de feu qui pourrait expliquer la violence de l'incendie ? Feu convectif qu'on n'a pas encore complètement l'habitude de voir en France, même si on en a déjà eu, notamment le feu de Ribaute l'année dernière. Et ces feux sont là encore un symptôme du changement climatique, c'est-à-dire qu'ils sont aggravés par les conditions météorologiques qui les rendent plus propices, mais ils sont aussi tributaires des structures de la végétation, c'est-à-dire que pour qu'un tel incendie se développe, il lui faut un matériau combustible continu, typiquement comme ce que propose la forêt en Gironde, qui va permettre justement la formation d'un feu dit convectif qui a la particularité effectivement de créer sa propre météo et qui rend le travail des pompiers particulièrement compliqué parce que finalement le feu s'autonomise complètement, il n'est plus tributaire du vent. Ainsi, il peut changer facilement de direction, c'est ce qu'on a constaté quand on pensait qu'il allait potentiellement s'arrêter à la mer et que subitement il s'est retourné vers l'agglomération bordelaise, augmentant justement le danger pour toute la partie périurbaine de Bordeaux, avec la défense de points sensibles très importante et un feu d'une intensité comme on en a peu connu en France. Et ces feux convectifs, effectivement, deviennent de plus en plus fréquents en France et remettent un peu en question notre principe de gestion des feux, parce que le travail des pompiers est quasi impossible face à ces incendies, parce que l'eau
l'eau ne suffit pas et que l'intensité est maximale. Oui, ils disent parfois qu'ils se sentent impuissants face à ce feu imprévisible. Alors on va faire un zoom sur la forêt des Landes, vous venez de l'évoquer. Près de 4000 hectares sont partis en fumée. Bonsoir Florent. Bonsoir Estelle. Comment expliquer que ce site en particulier souffre à ce point ? La chaleur, la force des vents, le taux d'humidité très bas, mais ces trois données n'expliquent pas à elles seules l'étendue et la répétition des destructions, comme ça vient d'être dit. Il faut entrer dans cette forêt pour comprendre. Ce massif des Landes de Gascogne, c'est la plus grande forêt plantée d'Europe. 1 million d'hectares composés en quasi-totalité d'une essence de bois, le pin maritime. Alors un peu d'histoire, comment ce pin maritime est-il arrivé dans la région ? Eh bien, ce pin est arrivé là grâce à l'intervention décisive et ferme d'un personnage, j'ai nommé Napoléon, troisième du nom, Napoléon III, l'empereur, connu pour avoir transformé Paris, a également transformé les Landes en décidant, en 1857, de planter ici, à la place des marécages, ces pins, ces résineux, qui vont servir notamment à la conception du papier. Mais ces arbres vont s'avérer être extrêmement combustible. Nous avons une masse d'une seule variété d'arbres, très peu d'espace libre. Résultat, des incendies à répétition. Tous les ans, on dénombre plus d'1 millier de départs de feu dans ce massif des Landes. En 1949, il y a déjà eu un méga feu dans cette forêt, un incendie qui a tué 82 personnes et ravagé 52 000 hectares. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique. Mais est-ce que depuis, on a trouvé, ou en tout cas on a cherché des solutions pour éviter de tels drames ? Les solutions existent. Prendre des décisions concernant cette forêt n'est pas simple. C'est douloureux et la totalité de ce massif regroupe 60 000 propriétaires, des particuliers et des exploitants agricoles. Les spécialistes recommandent de laisser faire la nature, ne pas forcément replanter les zones brûlées comme ici. Laisser repousser, laisser vivre plus longtemps les arbres. On s'est aperçu récemment que les jeunes pins sont plus inflammables que les vieux. Mais pour cela, il faudrait ralentir une exploitation forestière qui fait vivre la région en employant 34 000 personnes. Autre proposition, créer des espaces déboisés suffisamment grands pour établir des coupe-feux comme cet axe qui coupe le massif ou ces zones autour d'un hameau. Il y a également ces étendues d'eau, d'autres solutions pour éviter les énormes incendies. On pense donc à cette multiplication de points d'eau. Toutes ces solutions ont un prix et ce prix, il est conséquent. Merci Florent. Alors vous l'avez dit, une forêt qui est engloutie par les flammes. 240 maisons ont été détruites dans la commune de Porges. Les dégâts sont considérables. Le paysage est lunaire, apocalyptique même. Philippine de Clermont-Tonnerre. Mathieu est de retour chez lui. Je dois aller faire un tour dans la maison. Et c'est la désolation. Il n'y a plus rien, tout a brûlé. Là, il y avait une grange, je suis mécanicien, donc il y avait un pont élévateur, il y avait tout mon atelier de mécanique. Les voitures, il n'y a plus de voitures. Sauver le tracteur, on a sauvé le tracteur, c'est déjà pas mal. La veille encore, il était sur place à aider les pompiers avant d'être évacué. Hier soir, la maison était encore là. Toutes les maisons ont brûlé dans la nuit. Les vents ont tourné et on n'avait plus personne pour protéger les maisons. Ils sont tous partis sur le Cap Ferret parce que peut-être qu'on a un peu moins d'argent et qu'on est un peu moins classé qu'eux. Donc nous, au Porges, on a tout perdu. Dans la nuit de vendredi à samedi, le feu a tout emporté. Seul reste quelques animaux miraculeusement rescapés. 3 poules, 3 petites poulettes. Et les seuls poissons qui me restent, il va falloir que j'essaye de sauver en 10 cm d'eau. Donc c'est désastreux. Les localités situées sur la partie la plus touristique de la presqu'île sont jusqu'à présent préservées. Mais pas le Porges, un des premiers villages touchés par l'incendie. On ressent simplement que tout ce que nos anciens nous ont laissé, un jour, comme aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, et comme on ne sait pas ce qui va se passer dans la semaine et la semaine prochaine, tout le boulot qu'ont fait nos anciens s'est réduit à néant. Voilà, et ça je le dis avec une émotion bien contenue. Dans ce village de 3500 habitants, plus d'une centaine de maisons ont été totalement détruites. Et nous retrouvons Pauline Villain-Carlotti. Est-ce qu'il va falloir se résoudre à ne plus habiter dans les forêts, voire à les interdire, ces forêts, aux humains ?
Alors déjà, il y a 2 questions en une. Il va surtout falloir repenser notre aménagement du territoire, effectivement, pour cesser cette course à l'aménité paysagère et forestière, à se rapprocher sans cesse des forêts via l'étalement urbain notamment et le mitage de l'espace, et créer des interfaces habitat-forêt qui soient aussi des pare-feux, des lisières incombustibles et qui mettent en sécurité. Expliquez-nous comment on peut faire ça. Eh ben, on respecte les obligations légales de débroussaillement quand elles s'imposent, qui est le cas en Gironde. On fait en sorte qu'à proximité immédiate du bâti, on ne soit pas en contact avec les zones forestières ou végétalisées. Et on laisse les espaces forestiers en grande périphérie des espaces habités, avec entre les bourgs habités et les forêts, des zones qui soient entretenues, pas forcément dénuées de végétation, mais une végétation qui est entretenue, maintenue basse, irriguée, ou du moins souvent humide. Ça peut passer par des vignes, ça peut passer par des jardins maraîchers, ça peut passer par tout un tas d'aménagements paysagers, donc plutôt tournés vers l'urbain et qui pourraient limiter la propagation des flammes et d'incendies à venir. Quant aux espaces strictement forestiers, eux, il faut en gros les préserver, les laisser très à l'écart des zones habitées, faire en sorte qu'on limite la fréquentation, notamment à certaines périodes de l'année, comme ce qui est déjà le cas selon les arrêtés préfectoraux, mais peut-être un peu trop tardivement, ou peut-être selon des seuils d'aléas trop élevés. Il faut qu'on change un peu notre regard de l'homme comme maître et possesseur de la nature qui serait à notre service, se rappeler que les écosystèmes n'ont pas besoin de nous, ils ont peut-être besoin davantage qu'on les laisse en paix pour exister, et par conséquent qu'on adapte nos pratiques a fortiori aux périodes les plus chaudes et lorsque les conditions météorologiques sont propices à la propagation des incendies. Parce que dans 90% des cas, ces incendies sont déclenchés par des activités humaines. Donc il va falloir encadrer. Répéter ce message, encadrer, sensibiliser. Si vous voulez bien, on va aller en Espagne, puisque l'Espagne aussi fait face à des feux de forêt intenses. Un incendie s'est même déclaré du côté de Valence. Il est pour l'heure hors de contrôle. La situation reste difficile dans la région de Madrid. Les pompiers espagnols ont bataillé toute la nuit en s'appuyant notamment sur ces images analysées, transmises en temps réel pour être le plus efficace possible. Mais pour le ministre, c'est vraiment un des incendies les plus graves depuis l'histoire, depuis 50 ans au moins. Et au moins 60 000 personnes ont été évacuées. Certaines ont dû tout laisser derrière elles, même leurs troupeaux. Elsa Fernandez est agricultrice. Elle a pu retourner chez elle et retrouver son cheptel de chèvres. Le récit de Nicolas Dudoué. Cette sortie a un goût particulier pour Elsa Fernandez. On va voir si on peut traverser. Cette bergère emmène ses moutons dans les pâturages ou ce qu'il en reste. Nous sommes à la Fresnillas de la Olivia. Ici, les alentours ont été ravagés en partie par les flammes. Il y a 48 heures, cette agricultrice a été évacuée par sécurité. Ils sont venus nous chercher pour nous évacuer parce que c'était déjà devenu l'enfer. On ne pouvait plus respirer, on ne voyait plus rien, c'était terrifiant. Alors nous sommes partis. Il n'y avait plus rien que nous pouvions faire. Les brebis ont dû rester ici. La situation était devenue tendue, comme le montrent ces images, qu'elle a filmées avec son téléphone au moment où l'incendie se rapprochait des pâturages. Elle a tout tenté pour mettre à l'abri ses brebis, au péril de sa vie pour les sauver. Elle a dû les abandonner. Aujourd'hui, elle les a retrouvés saines et sauves dans un paysage ravagé par les flammes. Elles ne semblent avoir aucune brûlure, même si l'endroit où nous les avions laissées est complètement brûlé des deux côtés. Dieu merci, j'ai eu de la chance. Elles ont l'air d'être en parfaite santé. Comment ces brebis ont survécu, elle ne le sait pas. Ce matin, des bénévoles sont à la bergerie pour l'aider. Nous avons commencé par le sauvetage d'animaux de toutes sortes, surtout les plus grands, avec un groupe d'amis. Les gens nous ont appelés et nous nous sommes mobilisés sur les réseaux sociaux. Ces bénévoles ont sauvé des centaines de chevaux, d'ânes, de vaches et de moutons et d'autres sortes d'animaux ces dernières heures. La faune est l'autre catastrophe des incendies. Par sécurité, Elsa Fernandez a embarqué ses brebis dans un camion pour les mettre cette fois à l'abri.